Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Éric de Chassey, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, et je suis très heureux de vous accueillir à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Journées qui ont cette année pour thème, des thèmes pluriels, patrimoine maritime et patrimoine des routes, itinéraires et connexions. Il y a bien un point commun ou des lieux communs entre les deux thèmes au moins, ce qui rend les choses plus faciles. C'est dans ce cadre que nous allons avoir ce soir la chance, l'honneur, le plaisir d'écouter une conférence de François Quérel, que je ne vais pas vous présenter parce que si vous êtes là, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est parce que vous le connaissez et qu'il y a de très nombreuses raisons à cela, puisqu'il est certainement dans ce domaine le plus grand spécialiste, sinon l'un des plus grands, enfin au moins un des plus grands spécialistes internationaux. Ensuite, c'est des questions de chapelle et d'école, mais à mon sens, le plus grand précisément parce qu'il est très au-delà des chapelles et des écoles, et que bien qu'ayant manifesté tout le temps une approche méthodologique extrêmement solide et développée et construite par lui d'ouvrage en ouvrage, de colloque en colloque, de publication en publication, celle-ci a toujours été extrêmement ouverte à d'autres approches. Je rappellerai seulement au passage, je crois que c'est le dernier ouvrage publié, je ne sais pas, François, si je me trompe, il faut me le dire, mais, qui est précisément sur la sculpture hellénistique, avec le sous-titre Royaume et Cité, chez Hermann, en 2020. Et ce soir, en cette fin d'après-midi, il nous parlera des sculptures naufragées, de la mémoire des circulations dans le bassin méditerranéen, et notamment sur cette façon dont les sculptures antiques retrouvées en mer témoignent des échanges riches et complexes. Et je dirais, et je ne sais pas s'il en parlera, mais ça me tient à cœur ici, étant donné le travail que fait l'INHA depuis longtemps, jusqu'aux questions qui sont liées possiblement à des questions de restitution, même si elles ne se posent pas exactement, puisque vous savez, François Quérel en parlera, qu'on a des naufrages qui ont eu lieu au large des côtes africaines avec des sculptures grecques ou hellénistiques, et que dans le cadre des restitutions, un certain nombre de questions pourraient éventuellement se poser. J'ai souvent pris cet exemple-là dans les débats publics auxquels j'ai été invité pour parler des restitutions, en demandant si il fallait les inclure ou pas et comment on le faisait. François Quérel, je l'ai sous-entendu à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, qui a des locaux d'enseignement et des bureaux aussi dans cette galerie. Donc c'est aussi pour nous un plaisir particulier que d'avoir un de nos partenaires de la Galerie Colbert qui est présent. Et c'est pour moi très important de souligner ce travail qui se fait en commun dans cette galerie, que l'INHA se contente de gérer administrativement, mais pour faire en sorte que tout le monde puisse effectivement y travailler le mieux possible, de la même façon que la Bibliothèque nationale de France, dont je salue le président Gilles Pécou, qui nous a fait l'amitié d'être présent pour cette conférence, le fait de l'autre côté de la rue Vivienne, avec le site Richelieu, sur lequel l'INHA aussi travaille dans le même type d'entente. Ce travail en commun, il est d'un des aspects extrêmement importants du travail qui est fait tout au long de l'année par l'Institut national d'histoire de l'art. Les programmes de recherche, je vous rappelle que la mission de l'INHA, c'est de fédérer, promouvoir et diffuser l'histoire de l'art, que pour cela, nous organisons tout au long de l'année des manifestations, des séminaires et des colloques qui sont ouverts gratuitement à toutes et à tous, que ces événements sont captés numériquement et disponibles en ligne également, et qu'ils sont le résultat le plus souvent de programmes de recherche que nous menons avec des partenaires
Et François Quérel a été associé à plusieurs programmes de recherche au fil des décennies à l'INHA. C'est un partenaire extrêmement fidèle et donc c'est un plaisir très particulier. Je me permets de vous signaler également que parmi ces manifestations publiques et ouvertes à tous, il y a au début du mois de juin le Festival de l'Histoire de l'Art qui est en partenariat avec le château de Fontainebleau et qui se tient au château de Fontainebleau et où vous êtes très cordialement invités. Je vous rappelle que le pays invité pour la prochaine édition, qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin 2025, c'est l'Autriche et que le thème est le vrai, le faux. Là aussi, ça rejoint un certain nombre des sujets qu'on a pu voir ici. C'est la première fois qu'un public est présent dans cet auditorium depuis qu'a été installée une œuvre d'une artiste contemporaine, Katinka Bock, cette œuvre qui s'appelle Lignes et segments, One Meter Space, qui n'est pas encore inaugurée officiellement, mais puisqu'elle est présente, je vous indique qu'elle est présente, qui est une œuvre réalisée donc par cette artiste allemande installée en France depuis de très nombreuses années, qui n'est pas sans rapport avec l'archéologie, la sculpture antique, puisqu'il s'agit de bronze, et en fait ce sont des moulages en bronze de branches qui font exactement la dimension de 1 mètre vécu, c'est-à-dire que toutes ces branches ont été coupées aux dimensions indiquées par les historiennes et les historiens de l'art, des étudiants jusqu'aux enseignants qui fréquentent la galerie Colbert, qui ont chacun dit ce que pour eux était 1 mètre au jugé, sans avoir de mètre effectivement. Et ça donne cette très grande diversité qui vient courir autour de l'ensemble de l'auditorium Jacqueline Lichtenstein. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux que cette œuvre ait pu être installée grâce au mécénat de la Fondation Meyer. Et voilà, il y aura un événement public au début du mois d'octobre ou à la mi-octobre, je ne sais plus exactement quelle date, pour l'inauguration avec une discussion avec l'artiste à laquelle vous êtes évidemment tout à fait invité. Et j'ai trop parlé comme d'habitude et je passe la parole tout de suite à François Quérel. Juste avant, je tiens à remercier toutes les équipes de l'Institut national d'histoire de l'art qui ont participé à la coordination et à l'organisation de ce week-end. En particulier Lucie Grandjean, qui est chargée de la programmation culturelle pour l'INHA, Maxime Grel et Ulysse Follet, qui assurent la régie technique de toutes nos manifestations, et notamment les captations vidéo, et puis le service des manifestations et le service de la communication, qui sont extrêmement impliqués. Merci à tous et bonne conférence. Merci François. Merci beaucoup. Je suis très sensible à ces mots chaleureux et également à la chance, grâce au directeur général de l'INHA, Éric Dechassé, de pouvoir prendre la parole dans un auditorium qui est embelli, rénové depuis déjà quelque temps. Et je me souviens des premiers cours que j'avais été amené à faire dans une salle du rez-de-chaussée avant bien l'inauguration de l'INHA, parce qu'il y avait des travaux à la Sorbonne, pas de chauffage, vraiment, de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation idéale. Et vraiment, tous mes remerciements, je me permets de saluer, et je suis extrêmement sensible, à la présence du président de la BNF, mon collègue de l'EPHE, Gilles Pécou, et j'espère, et je vous remercie donc pour cette invitation. Pour commencer, la mer est le plus grand musée du monde, écrivait Salomon Reynac, alors que les premières découvertes attiraient l'attention sur les sculptures englouties sous les flots lors de naufrages dans l'Antiquité. Les découvertes se sont multipliées ces dernières années avec le développement des techniques de fouilles sous-marines. Ces transports d'œuvres d'art s'inscrivent dans différents contextes et répondent à des demandes de divers ordres. Butin de guerre, commerce, commandes publiques ou privées.
Ces accidents de l'histoire éclairent l'histoire des circulations et des échanges par voie de mer, ainsi que les goûts et les rapports de pouvoir en Méditerranée antique. Ces sculptures donc maritimes, qui s'inscrivent évidemment très bien dans ce thème des Journées européennes du patrimoine, à la fois route, connexion et mer, comme cela a été rappelé par Éric de Chassey, ces sculptures maritimes, si l'on peut dire, ont chacune une histoire et participent aussi de l'histoire. Cette part d'histoire est à découvrir. Nous allons ici parcourir un grand livre d'images, voyager dans le temps et surprendre ces lambeaux, ces bribes d'histoire, avec les mêmes questions qui reviennent. Où allait le navire? D'où venait-il? Et d'abord, a-t-on localisé l'épave? Et de quand date le naufrage? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des histoires, et de ce point de vue-là, la mer est généreuse. Elle est généreuse pour cacher des provenances, et de ce point de vue-là, vous avez sous les yeux l'exemple d'une de ces découvertes censées faites au fond de la mer. C'est un doryphore, un porteur de lance, qui maintenant a été acquis par le musée de Minneapolis. Et il est répertorié comme trouvaille sous-marine dans des ouvrages, même la monographie que nous allons voir, la diapositive suivante, de Caterina Velenza, très utile, sur le transport maritime des sculptures, je traduis de l'anglais, dans la Méditerranée antique, parue en 2022 à Oxford. Et je la cite. Dans les années 1930, une grande sculpture en marbre de doryphore a été trouvée quelque part dans la mer Tyrrhénienne ou dans la Méditerranée occidentale, c'est plus large. Cette sculpture a été trouvée hors contexte dans les années 1930 et après être passée par plusieurs collections privées italiennes, suisses et canadiennes, elle s'est retrouvée au Minneapolis Institute of Art où elle est actuellement exposée. La mer est généreuse. En fait, cette provenance a été inventée de toutes pièces pour effacer les traces d'une origine illicite, comme l'a montré l'archéologue italien Umberto Papalardo dans les années 2000 en retraçant les pérégrinations de ces statues. En 1980, l'Antiken Museum, le musée des antiquités de Munich, exposait cette copie romaine en marbre, qui est en marbre pentélique, d'une statue célèbre de Polyclète, l'original est perdu évidemment, sculptée vers 440 avant Jésus-Christ, et ce musée avait lancé une souscription publique pour l'acquérir. Il indiquait d'ailleurs explicitement sur le cartel la provenance, c'était Stabi, Doruphoros Austabiae. Mais il y a eu déjà des petits problèmes, la presse s'en est mêlée, et au lieu de l'acheter, le musée a préféré renoncer à sa souscription, et il a préféré également rendre la statue aux marchands. On savait donc dès 1980 que cette statue avait été trouvée, et je cite les conclusions de l'archéologue italien, en mars 1976, à Castellammare di Stabia, on est au bord de la mer évidemment, mais c'est sur terre, par des ouvriers qui creusaient les fondations d'un édifice. Et on savait aussi qu'elle avait été vendue à un antiquaire romain qui l'avait expédiée en Suisse. Vers 1986, donc un peu après Munich, on voit la statue maintenant à Minneapolis, et c'est là qu'elle a une nouvelle histoire, une autre provenance. Elle aurait été trouvée au début des années 1930, c'est repris dans cette monographie que j'ai citée, dans la mer au large de l'Italie. Donc on est en zone plutôt internationale, maintenant c'est près de l'Italie, donc on est passé de la terre à la mer. Alors si on essaie de préciser la provenance de cette statue, il y a 2 chantiers en 1976 à Castellammare, qui est le nom moderne de l'antique Stabi, un qui est dans une zone de nécropole et l'autre sur une colline à l'emplacement d'une palestre. La comparaison avec un autre doryphore découvert à Pompéi dans la palestre qu'on appelle samnite amène à pencher pour cette seconde provenance. Donc vous voyez, cette première diapositive est pour vous rappeler toutes ces histoires de marins au bout du compte, mais qui ont aussi un aspect très commercial. Et on a en effet, pour en venir au sujet, il faut quitter la terre pour prendre le large. Et ces sculptures trouvées sous la mer, vous aviez cette très bonne monographie. Bon, il y a une petite erreur sur le doryphore de Minneapolis, mais la carte en est tirée. Et vous voyez l'importance finalement de ces trouvailles très nombreuses et qui sont en plusieurs matières. Elles témoignent du transport de sculptures par voie de mer,
sans qu'on puisse toujours préciser évidemment les conditions de leur immersion. Et la carte suivante vous permet de visualiser un certain nombre de ces statuts. Elle est tirée d'une exposition qui avait été présentée à Bâle en 2015-2016. Donc, ces trouvailles, le plus souvent fortuites, témoignent du transport de sculptures par voie de mer, et la mer a englouti leur histoire avec le navire qui les transportait. On peut multiplier évidemment les hypothèses pour préciser les conditions qui ont présidé à leur transport. Mais l'étude, même sans contexte d'épave à proximité, l'étude de ces sculptures permet de remplir, si l'on peut dire, la grande page blanche de la mer. Alors, les plus célèbres de ces découvertes peuvent être certaines de ces statues privées d'histoire, comme les Bronzuriace. Tout le monde en a entendu parler, vous les voyez ici, un qui est encore dans l'eau, vous voyez, qui est un peu pitoyable, et puis une fois restauré au musée de Reggio de Calabre. Et à droite, je reviendrai sur cette reconstitution. Donc, ils ont été trouvés par 8 mètres de fond lors d'une plongée par un plongeur amateur, un bras émergé du sable, sans vestige d'une épave. Et on n'a toujours pas trouvé d'épave à proximité. On se tourne alors vers l'origine, d'où peuvent venir ces statues. Qui les a commandées? Où étaient-elles exposées? Formaient-elles même un groupe? Sont-elles contemporaines l'une de l'autre? Et la dernière hypothèse, qui est encore, je crois, présentée ou a été présentée à une exposition à New York par Vincenz Brinkmann, vous la voyez à droite, il les a reconstitués avec des attributs. Ces attributs, c'est une peau de renard pour la statue que vous voyez tout à fait à droite et un casque corinthien pour la statue qui est à gauche. Simplement, il est difficile d'être sûr pour le casque, ça paraît très probable. Pour la peau de renard qui permet d'identifier dans sa théorie un personnage mythique, c'est difficile à démontrer. Donc, selon lui, on aurait deux statues contemporaines qui formaient un groupe, qui s'affrontaient l'une en face de l'autre. C'est comme ça qu'il les présente à New York. Et elles seraient sur le point de se livrer à un combat sans merci. Donc, je rappelle cette hypothèse, il les met en rapport avec un texte qui décrit le combat entre un roi mythique d'Athènes et un héros, fils de Poséidon, qui était exposé sur l'Acropole également au 5e siècle avant Jésus-Christ. On pourra toujours prétendre, sans forcément convaincre, que c'est le propre de l'art classique que de traduire ainsi un instant disparu. Mais il faut, à mon avis, un peu d'imagination pour supposer que les deux figures vont s'affronter et se donner. Le héros avec la peau de renard est destiné à être tué par le roi Érecté, selon cette théorie. Enfin, il faudrait d'abord arriver à trouver des groupes de ce genre à la même époque. Alors, on ignore tout, sauf à croire cette reconstitution. De leur origine, venait-elle d'Athènes? Venait-elle de l'Acropole d'Athènes? Pourquoi pas? Mais peut-être, ça suppose une certaine foi dans ce cas-là. C'est le plus souvent le cas, savoir d'où elle venait, on l'ignore également pour cette dame sans histoire qui a reçu le surnom de Dame de la mer, parce qu'on l'a trouvée abandonnée sur le sable, sortie de la mer, et les pêcheurs l'avaient laissée sur le sable. Un archéologue est venu et l'a fait transférer au musée d'Izmir, vous voyez où se trouve Harap Hadassi, qui est l'endroit où se trouvait cette statue sortie de la mer, mais sans provenance. On n'a toujours pas trouvé d'épave, en dépit des recherches qui avaient été entreprises en 1965, 1969, en 2004, dans cette zone, aucune épave. Donc cette Dame de la mer, c'est uniquement son iconographie, sa présentation, qui permet de supposer que c'était un personnage important exposé sur une place publique, parce que les statues en bronze sont le plus souvent honorifiques pour honorer ce personnage. Rien n'indique l'identité non plus précise, donc c'est une dame sans histoire.
Mais il y a d'autres dames sans histoire, une autre qui a été trouvée plus récemment, en 1994, dans des circonstances également mal connues, au large de Kalymnos. Ce sont des pêcheurs qu'il a possédés, qu'il avait tirés des fonds marins à l'est de l'île sans la signaler aux autorités. Et l'État grec a alors donné une bonne récompense aux pêcheurs en échange de la statue, ce qui a encouragé un certain nombre de leurs collègues, ou plus ou moins les mêmes, on ne sait pas, à restituer d'autres statues dans la décennie qui a suivi. Et il y a donc à Kalymnos un très joli musée. C'est une île qui est évidemment un peu difficile d'accès. Il faut prendre le bateau entre, vous voyez, de Kos, c'est pas très loin de Kos quand même. Et ce musée expose aussi cette tête trouvée quelques années après par des pêcheurs sans plus de localisation précise, qui est coiffée du chapeau des Macédoniens caractéristique, c'est ce chapeau à large bord, la kosia pour les spécialistes. Et on peut se demander évidemment, est-ce que ce personnage important, peut-être un roi, on ne sait pas, faisait un groupe avec l'autre dame que nous venons de voir, cette dame de Kalymnos, si l'on peut dire. Mais il y a d'autres trouvailles qui sont sorties aussi dans les mêmes circonstances, des flots, des fragments de statues équestres cuirassées, vous les voyez avant restauration, après restauration, et même avec le petit éperon, vous voyez, pour la photographie en bas à droite, on ne sait pas s'ils viennent de la même épave, qui n'est toujours pas localisée. Ces trouvailles fortuites restent malheureusement dépourvues d'un contexte précis. Et descendons toujours dans le temps avec une trouvaille faite en 1996, à peu près au même moment, au large de l'îlot de Vélé-Orjulé en Croatie. Statue plus grande que nature qui a été découverte par un plongeur amateur, par 45 mètres de fond. Et elle présente, elle, un intérêt particulier car elle éclaire la production en série de grands bronzes, même si, là non plus, on n'a pas pu localiser la moindre épave. Donc c'est un apoxiomène, c'est-à-dire un athlète qui se racle. Il faut imaginer un instrument qui raclait le sable de l'exercice à la palestre et qu'il tenait dans la main et il nettoyait son strigile, c'est le terme technique, cette lame qui servait à enlever cette poussière liée à l'entraînement. L'intérêt, c'est qu'on le connaissait déjà, vous le voyez, à Vienne, au musée de Vienne. Les Autrichiens avaient trouvé, à la fin du XIXe siècle, en très exactement 234 morceaux, la statue qui est du même type iconographique, la même dimension également, plus grande que nature, un peu moins de 2 mètres. Et elle avait été trouvée, elle, sur terre, dans la palestre du gymnase d'Éphèse. Et on connaît aussi le même personnage, si l'on peut dire, par une 3e copie en bronze, plus des copies en marbre, que vous voyez en haut à droite. C'est une tête qui était passée à Drouot dans les années 1950, où elle avait été achetée pour une œuvre de la Renaissance. Mais c'est un bronze antique, évidemment. Donc là, on n'a que la tête qui vient d'une collection vénitienne, la collection Nani, et qui donc doit venir on ne sait pas de quelle provenance exacte, mais doit venir peut-être de l'archipel quand il était grec, quand il était dominé par Venise. Donc, 3 statues en bronze de même dimension, représentant le même personnage, ça amène à réfléchir à la duplication de ces statues à partir, et à leur diffusion à partir d'un modèle. Et ce modèle, c'est Carole Matouche, moi-même, nous avons eu la même idée au même moment, doit être précisément, non pas, doit être l'apoxiomène de Lysippe, qui était très célèbre et qu'on croit en général être représenté par une statue unique en marbre d'un autre type qui est conservé au musée du Vatican. Il y avait ce thème de l'athlète qui se frotte, a été illustré, a été exploité par plusieurs sculpteurs, mais le plus connu, c'était quand même Lysippe. Et il était connu au point qu'à Rome, vous avez là le texte, Pline dit que
l'empereur Tibère avait aimé tellement cette statue qu'il voyait sur une place publique qu'il l'avait confisquée, il l'avait prise pour lui, il l'avait mise dans sa chambre et le peuple romain très mécontent avait fait une émeute, si bien que l'empereur a dû baisser les bras et rendre à une exposition publique cet apoxiomène de Lysippe qui était là a priori l'original de Lysippe qui était en bronze aussi. Donc vous voyez 3 statues en bronze, plusieurs statues en marbre, même des petites répliques comme à Paris au musée du Louvre, vous voyez, fait 20 cm de haut. Cela suppose évidemment une diffusion et un transport dans le cas de celui de la Croatie, sans qu'on puisse préciser pour qui il était, se pose alors évidemment la question de la datation. Au musée du Louvre, une excellente spécialiste, Sophie Descamps, avait mis en valeur un noyau de pêche qui avait été trouvé et qui, selon elle, avait été transporté par un rongeur dans la statue qui aurait été abandonnée parce qu'elle a fait l'objet d'une réparation. Mais ce noyau de pêche, John Ma, un collègue qui enseigne à Columbia, a suggéré que c'était plutôt un élément du centre de la statue qui était, lors de sa fabrication, constitué par un amas, enfin rempli, si l'on peut dire, mais pas complètement, je n'entre pas dans la technique, par un agglomérat de terre mélangé à différents morceaux végétaux, etc. Alors on dira, mais oui, c'est très bien, un noyau de pêche, quel que soit le moyen de la manière dont on peut l'associer à la fabrication de la statue ou à son abandon, un noyau de pêche permet d'être daté par le carbone 14. Donc on obtient, paraît-il, 20 avant Jésus-Christ. Mais en 20 avant Jésus-Christ, on est dans la période où le carbone 14 ne permet pas de préciser la datation. La fourchette est d'1 siècle. Donc vous voyez, on est aussi bien au début de l'Empire, la fin de la République, donc on a là même les meilleures méthodes physico-chimiques là, ne permettent pas d'avoir une précision extrême. Alors, en l'absence d'épave, je vous ai dit quand même l'intérêt d'un certain nombre de ces sculptures. Il est possible, dans certains cas, d'expliquer la localisation de la trouvaille par l'existence d'une clientèle à proximité. Et un des premiers grands bronzes qu'on ait trouvé, là c'est au XIXe siècle, très précisément en 1832, vous le voyez au musée du Louvre, c'est l'Apollon de Piombino. Et cet Apollon de Piombino s'est situé en face de l'île d'Elbe, vous voyez, sur la carte. Il a été acquis par le musée du Louvre en 1834 et on a longtemps cru, parce qu'il porte une inscription qu'on ne voit pas sur un de ses pieds, le pied gauche, qui est inscrite, bien visible, et qui mentionne Athéna. Donc on a dit, oui c'est normal, c'était une offrande dans le sanctuaire d'Athéna, comme en témoigne cette inscription. Et cette petite effigie, dans ce cas-là, serait de la fin de l'époque archaïque, fin 6e, début 5e avant Jésus-Christ. En fait, c'est maintenant prouvé, elle est beaucoup plus tardive. Elle date de la fin de la République, 1er siècle avant Jésus-Christ, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas compatible forcément avec l'exposition dans ce sanctuaire d'Athéna. En fait, cette petite statue répond à la commande d'un Romain de la fin de la République et elle était destinée à orner sa villa, ce qui peut expliquer sa présence au large de l'Italie. Donc, vous voyez, présence d'une clientèle qui commande des statues sur des modèles plus anciens, mais avec quelques modifications quand même, et qui choisit une statue en voulant la faire passer pour une offrande dans un sanctuaire ancien et vénérable. Et vous voyez à droite, la fonction de sa statue est éclairée par cette trouvaille là, qui est beaucoup plus récente, dans une maison de Pompéi, où malheureusement, la grande photo, il n'y a pas ces tiges, vous voyez. Ce sont ces tiges qui permettent d'expliquer la fonction de ces statues. C'était des porte-plateaux. Il y avait un plateau sur les 2 tiges, et de même l'Apollon de Piombino portait un plateau, et sur ce plateau que mettait-on? On mettait les lampes qui éclairaient les banquets. On a même un texte de Pétrone qui rappelle
que les riches romains, dans le Satyricon, étaient éclairés par des Apollons, par des éphèbes qui portaient des lampes. Donc vous voyez que c'est l'analyse d'une, même en l'absence d'épave, l'analyse d'une statue, la mise en série, permet de voir, au moins de deviner, sans précision, la nature de sa clientèle. Sa date également peut être, mais évidemment on aimerait bien en savoir plus. Était-il seul? Est-ce une trouvaille fortuite? Est-il tombé du bateau tout à fait par hasard? Là, nous ne le saurons pas, donc ça fait partie de ces statues sans histoire, mais qu'on arrive à interpréter. Alors, pour venir en France, vous avez aussi à Agde, au Cap d'Agde exactement, le plus beau musée des bronzes antiques qu'on ait en France. Et il y a notamment cet éphèbe d'Agde. Alors lui, il a été trouvé dans l'Hérault. Vous me direz, on n'est pas vraiment dans la mer, on est tout près de la mer, tout près de l'embouchure de l'Hérault. Donc vous avez la petite carte, vous voyez, pour Agde, c'est un petit peu à l'intérieur. Et au contraire, la statuette à droite, petite statue également, a été trouvée au fond de la mer avec des problèmes liés au courant qui empêchent de l'associer pour l'instant de manière absolument sûre avec une des épaves qu'on a localisées. Cette statue de l'éphèbe d'Agde, en fait, c'est un Alexandre, ça a été démontré, mais elle aussi, elle entre dans la même catégorie de ces statues qui étaient porte-plateau. De cette manière, il avait, vous voyez, comme les Apollons qu'on a vus, statue un peu plus petite que nature, il était destiné sûrement à aller vers Narbonne, qui était la capitale de la Narbonnaise, des maisons extrêmement riches, on en a trouvé encore récemment. Et de même, l'autre statuette, on a dit c'est un enfant royal, on n'est pas sûr du tout, c'est un enfant qui tenait un oiseau, et il fait partie de cette catégorie en sculpture hellénistique qui est très représentée, ce qu'on appelle les sujets de genre, ou même les statues d'appartements. Bien évidemment, ces Romains, ils n'avaient pas des appartements, ils avaient de belles maisons, mais l'appellation de statue d'appartement est gardée. Donc vous avez vu que la clientèle romaine est particulièrement intéressée, particulièrement avide de l'art grec. Et de ce point de vue-là, vous connaissez la citation d'Horace, la Grèce vaincue a conquis son farouche vainqueur. Alors, deux importantes découvertes de sculpture, les deux plus importantes qu'on ait faites en Méditerranée pour l'Antiquité, ont été faites au début du XXe siècle à Madia, au large de la Tunisie, et à Anticythère, au sud du Péloponnèse. Je vais d'abord aborder la découverte de Madia, mais il faut rappeler très rapidement que les conditions des fouilles qui étaient entreprises au tout début du XXe siècle étaient liées évidemment aux techniques de l'époque, avec des scaphandres qui ne permettaient pas une grande autonomie, et on ne connaissait pas non plus très précisément les nécessités des seuils de décompression, si bien qu'un certain nombre de ces plongées étaient dangereuses et même mortelles. Et actuellement, en dépit des progrès techniques, un plongeur au fond de la mer ne peut rester qu'un temps très court, une trentaine de minutes par plongeur et par jour. Donc vous voyez qu'il ne faut pas imaginer qu'on reste 24 heures sur 24 actuellement. Les progrès techniques ne le permettent pas non plus si on a un équipement individuel. Donc à Madia, cette découverte, qui remonte à 1907, a été faite par des pêcheurs d'éponges grecs qui avaient déjà des scaphandres, parce qu'on est à une quarantaine de mètres de profondeur. Il ne faut pas imaginer qu'ils plongeaient en apnée à 40 mètres de profondeur. Ils étaient équipés pour trouver des éponges de scaphandres. Les fouilles, qui ont duré de 1907 à 1913, ont été menées par la Direction des Antiquités de Tunis sous la responsabilité d'Alfred Merlin, avec l'aide du ministère de la Marine français. La Tunisie était un protectorat, et elles ont notamment été complétées par une mission qui a été conduite en 1948-49 par Philippe Taillez et Jean-Yves Cousteau. Et c'est cette mission, vous pouvez voir sur Internet, j'ai choisi un tout petit extrait qui va être diffusé maintenant. Nous sommes en Tunisie, au large de Maïdia, par 40 mètres de fond.
En 1908, un pêcheur d'éponge signalait avoir remarqué comme de gros canons émergeant à peine de la vase. En réalité, ce sont 60 colonnes de marbre, rongées par les coquillages, couvertes d'algues et de corallières. Un gros navire grec a fait naufrage ici, un siècle avant Jésus-Christ. Il était chargé de 300 tonnes d'œuvres d'art, colonnes, chapiteaux, marbres et bronzes, tout un musée sous la mer. Peut-être la fameuse galère transportait-elle une sorte de temple préfabriqué. Le principal ennemi de ces recherches, c'est la vase, épaisse, visqueuse. Mais c'est elle aussi qui a préservé de la destruction des objets précieux de toutes sortes. Nous y plongeons les bras parfois jusqu'aux épaules. La coque est là, enfouie sous les colonnes. Le bois de cèdre est protégé depuis 21 siècles par un vernis jaune dont nous aimerions bien connaître la formule. C'est aussi en tâtonnant... Voilà, donc vous avez ce petite mise en valeur dans ce petit film du commandant Cousteau de la reprise de ces fouilles, et ces années 1950 sont un pivot, disons, dans la recherche, dans les progrès techniques qui permettent la recherche en archéologie sous-marine. Alors, je ne vais pas reprendre les éléments que vous avez entendus. Vous voyez, sur la cargaison, on va la regarder de manière un peu plus précise. Il y a eu une découverte, les deux découvertes les plus, pour le bronze, les plus importantes. Vous les avez sous les yeux. Alors, une petite statue qui fait 1,40 m de haut et ce qu'on appelle un Hermès, c'est-à-dire un fût qui a des tenons, qui a également un membre viril qui est représenté, mais là, ce n'est pas le dieu Hermès, c'est Dionysos. Et cette découverte a fait l'objet d'une campagne de restauration à partir de 1987 à Bonn, par le musée régional, avec un catalogue d'exposition qui fait référence, que vous voyez à droite. Donc, vous voyez à gauche l'Hermès de Madia, et à droite, vous voyez son frère qui est au musée Getty, et qui, lui, n'a pas de provenance. Simplement, là encore, nous sommes amenés à considérer la duplication, la fabrication presque en série de ces bronzes. Les analyses ont montré en effet que l'alliage était identique. Donc le même atelier a produit l'Hermès de Madia et celui qui est à Malibu au musée Getty. Donc cette sculpture en bronze, évidemment, a été d'abord imaginée comme appui de ce personnage qui serait, on a d'abord cru, la personnification du concours, mais si on lui met un arc, ça devient Eros. Et maintenant, c'est une hypothèse abandonnée, on dissocie les deux sculptures. L'Hermès de Madia est signé d'un sculpteur, Boethos de Chalcédoine. Celui du musée Getty n'a pas de signature. Comme ces deux bronzes sont de même, et ce n'est pas un faux, celui du musée Getty, on pourrait toujours dire, oui, on a imité, on a produit, c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Non, c'est vraiment la composition est identique pour le bronze. Dans l'épave de Madia, il y a aussi des sculptures en marbre. Et en plus des sculptures en marbre, vous avez... et dans ces sculptures en marbre, certaines, peu nombreuses, sont beaucoup plus anciennes. Elles datent du IVe siècle avant Jésus-Christ et elles ont une provenance. Il y a une inscription à droite, vous avez des reliefs à gauche. Elles viennent du Pirée, du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une cargaison qui n'est pas unitaire. Vous avez des bronzes qui datent fin du IIe, début 1er siècle avant Jésus-Christ, des marbres qui, comme celui qui était dans la première diapositive que je n'ai pas reprise, qui était sur l'affiche de la conférence, qui date également du début du 1er siècle avant Jésus-Christ, plus une petite cargaison, un petit élément, une petite partie de la cargaison qui est antérieure.
Il y a également des candélabres, des cratères en marbre. Donc tout ce dispositif sculpté de la fin du IIe, début 1er siècle avant Jésus-Christ correspond, comme vous le voyez au musée du Bardo, à l'ornementation d'un jardin romain. Alors que les bas-reliefs viennent, et les inscriptions l'attestent, du Pirée. On a imaginé que la datation du naufrage, donc dans les années 80-70 avant Jésus-Christ, est donnée par un type d'amphore présent dans la cargaison. Cette présence de quelques reliefs et inscriptions grecques que vous voyez confirme la provenance attique du navire. Le bateau venait certainement du Pirée. Il est peu probable que ces documents aient été oubliés dans le navire lors d'un précédent voyage. Alors, à ce moment-là, on a évidemment une datation et on sait qu'en 86 avant Jésus-Christ, donc là on est pour le naufrage vers 80-70, dans la guerre contre Mithridate, Athènes a été prise et pillée par l'armée de Sylla. On a donc mis en rapport souvent ce transport d'œuvres d'art et de matériaux de construction avec ce pillage. Le navire aurait transporté une partie du butin romain. Il faut cependant souligner que la cargaison répond plutôt à une commande ou à des commandes romaines. Toutes ces sculptures que vous voyez en marbre et en bronze, ces objets comme ce candélabre par exemple, ont une fonction ornementale, décorative. Elles n'ont pas été enlevées à des bâtiments publics ou des sanctuaires, sauf les quelques reliefs et inscriptions plus anciens, qui sont peu nombreux, qui viennent du Pirée. L'ajout de ces marbres a pu se faire aussi sur commande pour donner un caractère vénérable à leur exposition dans un jardin romain. Il fallait un petit peu des antiquités. L'épave de Madia témoigne donc non pas tellement du pillage d'Athènes, mais du goût des Romains pour l'art grec, en particulier athénien. Ces sculptures étaient destinées à l'exposition dans un cadre privé. Cette découverte de statues lors des fouilles sous-marines de Madia est de peu postérieure à celle qui a été faite, là, qui est vraiment la première des grandes découvertes, en 1900 au large de la côte est de l'île grecque. Vous voyez la petite carte d'Anticythère. On est vraiment entre la Crète et le Péloponnèse, qui est comparable par l'importance et même qui est plus importante encore. Ce sont là aussi des pêcheurs d'éponges qui ont remarqué par hasard, à 50 mètres de profondeur, des corps au fond de la mer, croyant d'abord à des cadavres de naufragés. La marine grecque a organisé les premières fouilles sous-marines et le concours d'archéologues de l'Université d'Athènes. Et pour Anticythère aussi, les années 1950 marquent un tournant grâce à des innovations techniques qui facilitent les fouilles sous-marines. Le site a alors été de nouveau exploré par le commandant Cousteau, avant de faire l'objet d'un intérêt renouvelé à partir de l'exposition des trouvailles qui a été présentée au Musée national d'Athènes en 2012-2013. Là, c'est une photo que j'avais prise au musée, vous voyez, dans cette exposition. Et la vedette, là, était tout au fond. Et en haut, vous avez la photo dans la vitrine. Cet objet informe, c'est ce qu'on appelle la machine d'Anticythère. J'y reviendrai, qui a été trouvée avec ces sculptures. Ces fouilles ont été reprises ensuite avec le concours de l'Éphorie hellénique des antiquités sous-marines, et les fouilles actuelles sont co-dirigées par M. Lorenz Baumer, professeur à l'Université de Genève, que je remercie vivement pour les renseignements donnés, et elles apportent leur lot de nouveautés sur lesquelles je vais insister. La cargaison d'Anticythère, vous le voyez, par ces grandes statues, se distingue de celle de Madia, ne serait-ce que par les dimensions des statues retrouvées transportées. L'agone de Madia, on avait dit 1,40 m. Mais ici, vous avez deux statues qui représenteraient des héros homériques. Elles mesurent plus de 2 mètres de haut. Donc, vous voyez, on est dans une échelle supérieure. Il y a également des statues en bronze, dont un philosophe qui a été reconstitué. Et d'ailleurs, le bras que vous voyez, c'est la première trouvaille. C'est celle qui a été faite par ce pêcheur d'éponges. Et maintenant, la statue incomplète est reconstituée avec ses brodequins aux pieds, si on peut dire, son manteau, ses mains et sa tête surtout, qui est spectaculaire. C'est... le philosophe d'Anticythère, il est un peu plus grand que nature.
Et toujours pour des problèmes d'échelle, il y a un Héraclès qui est haut de 2,50 m. Donc vraiment, c'était un navire qui transportait une cargaison beaucoup plus importante par les dimensions. On a changé d'échelle par rapport à Madia. Et la cargaison, le navire d'Anticythère transportait donc des œuvres d'occasion, ce qui est le cas là, de grandes statues en bronze, qui représenteraient ici celui qu'on appelle le philosophe d'Anticythère. Et en dehors, ces statues conservent des fixations enrobées de plomb, vous voyez sur la diapositive, ce plomb qui était caché, qui était enfoncé dans la base, sous la chaussure. Et ces fixations prouvent qu'elles ont été soigneusement extraites de leur base. Donc, ce sont des statues du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui ont été, je ne vais pas dire décrochées, mais qui ont été, on a cassé, vous voyez, tout autour la pierre pour extraire les statues. On n'a gardé que la fixation enrobée de plomb. Comme les bas-reliefs du Pirée, qu'on avait vus dans le navire de Madia, il y avait donc des statues d'occasion qui étaient destinées à une nouvelle exposition une fois arrivées à destination. En dehors de ces statues d'occasion, vous voyez ici la tête d'Héraclès qui a été découverte en 2022 et il n'y a pas encore la publication avec la tête restaurée, mais cette tête un peu spectaculaire, une fois nettoyée, ressemblera à celle de l'Héraclès, l'Hercule Farnèse. Et vous voyez d'ailleurs ici ce qu'on connaissait de cet Héraclès d'Anticythère et sa tête qui a été trouvée non encore nettoyée parce que ce n'est pas encore publié. Et vous voyez le modèle, avec quelques variations, de cette statue qui est au musée de Naples. Alors l'Héraclès d'Anticythère, il mesure 2,50 m de haut avec sa tête, évidemment. Pour les statues en marbre, ce sont des productions contemporaines à peine antérieures de quelques années ou de peu de temps au naufrage. Elles sont donc, comme à Madia, elles forment l'essentiel de la cargaison. Répond-elle à une commande ? Plutôt, puisque si elles sont à peine antérieures au naufrage, cela suppose qu'elles n'ont pas été pillées, contrairement aux statues en bronze que nous avons vues. Promenons maintenant le regard sur les grandes statues qui figurent pour un bon nombre des héros homériques. On y reconnaît Ulysse par 2 fois, il y aurait 2 Ulysses, Achille aussi. Et cette statue vient de retrouver son été qui a été découvert, vous voyez, sous cette forme. Et le photomontage permet de compléter l'assise de la statue avec la jambe droite. Cette Achille entre évidemment dans cette série des héros homériques, dans le monde rêvé de l'épopée, comme d'autres statues de la fin de l'époque hellénistique, tel le groupe de Ménélas portant le corps de Patrocle, qu'on connaît par plusieurs copies, la plus célèbre et une des moins bien conservées, étant le Pasquino à Rome, que vous avez vu près de la place Navone. Un garçon qui s'enfuit, que vous voyez ici, qui est spectaculaire parce qu'il est à moitié rongé par les animaux marins, serait-il le jeune fils de Priam et d'Écube, qui s'appelait Troïlos, descendu de cheval, qui chercherait à échapper à Achille. Là, vous voyez, on n'est pas sûr non plus. Donc, il y a toute une illustration des épopées homériques de l'Iliade. Et d'autres effigies en marbre figurent des dieux de l'Olympe, un Hermès, un Apollon. Est-ce qu'on doit les rattacher aux scènes homériques ? Ils sont d'un calme olympien qui fait qu'on les conçoit plutôt exposés isolément. Mais la richesse de la cargaison n'est pas épuisée. Elle contient des statuettes en bronze contemporaines que vous voyez là, vous voyez, un choix de ces petites statues qui étaient non pas arrachées à leur socle, mais qui étaient produites pour la commande et qui datent aussi du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il y a une grande statue
qu'on appelle l'éphèbe denticitaire, qui est haute d'un peu moins de 2 mètres, qui, elle, doit être une de ces statues, si l'on peut dire, d'occasion, à moins qu'elle soit produite pour la commande juste avant le départ du navire. En fait, c'est la technique qui permet de déceler sa datation. Il faut la dater plutôt vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, car pour l'insertion des yeux avec les cils et des lèvres en cuivre rouge qui ont été insérées dans la tête par l'extérieur, on retrouve le même indice technique dans les bronzes de Riace qui, eux, datent du Ve siècle avant Jésus-Christ. À l'époque hellénistique, à la fin de l'époque hellénistique, la technique a évolué. Les opérations de restauration de cette statue, qui étaient nécessaires, ont quelque peu modifié son aspect, comme le regrettait en 1903, donc là c'est une citation tout à fait ancienne, Gardner, que je cite. « La patine a été entièrement détruite et la surface du bronze est maintenant presque noire. Cela était peut-être nécessaire pour le nettoyage et la conservation de la statue, mais il est permis de regretter, du point de vue artistique, la nécessité de telles mesures. » Vous voyez, donc il y a une réflexion sur la restauration. Trouvera-t-on dans les fouilles actuelles d'autres restes du groupe que reconstituait François Chamoux, qui pensait qu'il s'agissait d'Héraclès au jardin des Hespérides, prenant une pomme, alors que Svoronos imaginait un Persée tenant la tête de Méduse. Le problème, on peut toujours rêver que les fouilles actuelles amènent des restes d'un groupe éventuel ou d'autres personnages. Et aussi bien, même si c'est un Héraclès prenant une pomme des Hespérides, le navire pouvait aussi transporter cette statue privée de son contexte d'origine, dont on ne sait pas où il est, enfin, ce que c'était. Est-ce que c'était un gymnase? Est-ce que c'était un autre bâtiment? Alors, venons-en maintenant on approche de la fin. Le transport donc, de ce très important ensemble d'œuvres est daté de la décennie qui suit celle de Madia, donc ici, 60 avant Jésus-Christ. Comme pour Madia, on met ce transport spontanément en rapport avec les guerres qui opposent Rome à Mithridate. Faut-il, dans ce cas, penser d'abord au butin, hypothèse qu'on a écartée pour Madia? Mais est-ce que même ces œuvres ont une seule et même origine? Les statues en marbre sont la production d'un atelier unique qui exécutait des copies d'œuvres célèbres, on a vu ces statues divines, et diffusait, surtout l'Héraclès, à la manière de Lysippe, et diffusait des sujets à la mode, comme les groupes homériques. Les statues en bronze d'occasion, elles, pourraient venir d'une école philosophique, si on y reconnaît des philosophes, ou d'un espace public, si elles avaient une fonction honorifique. Leur présence, dans tous les cas, suppose une situation de crise où la cité ou la communauté qui les possédait a dû s'en dessaisir, que ce soit sous la contrainte ou volontairement. Il y a eu 3 hypothèses de provenance évoquées, et il y en a 2 qui me paraissent moins vraisemblables. On a trouvé en effet quelques monnaies de Pergame dans un coin, si on peut dire, de la cargaison. Cela ne signifie pas que le navire était forcément parti du port de Pergame et l'Aïa. C'est une petite quantité. Il suffisait qu'un passager ait sur lui des monnaies acquises à Pergame sans qu'il en vienne directement. Donc Pergame n'est pas forcément à privilégier. Le navire aurait-il fait escale à Délos, qui a été ravagé en 69 avant Jésus-Christ par les pirates alliés à Mithridate? Alors, le problème, c'est que les statues en marbre à sujet homérique, on n'en a trouvé aucune à Délos, et on n'aurait pas l'atelier qui les aurait produites. Et il faut sans doute retenir la dernière des 3 hypothèses pour l'origine, Rhodes. C'est possible, et de ce point de vue-là, je vous soumets une idée à propos de cette machine denticitaire, c'est-à-dire ce calculateur, un instrument astronomique en bronze composé de roues dentées qui est daté des années 120 avant Jésus-Christ. Donc là, on est aussi dans le matériel d'occasion, puisque le naufrage a eu lieu une 50aine d'années plus tard.
Et cet instrument, ce n'est pas du tout un astrolabe, il ne servait pas à la navigation. C'est un calculateur qui permet de faire une correspondance entre différents calendriers. Et donc, c'est un instrument lié à la spéculation théorique, non pas à la navigation. Et il est lié aussi à l'enseignement astronomique qui était en honneur dans les écoles de philosophie. Athènes n'avait pas l'exclusivité de ses écoles philosophiques. Rhodes était précisément célèbre grâce aux stoïciens, à cette époque, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, dont la grande figure était Posidonios d'Apamée. Et les jeunes Romains étaient nombreux à aller à Rhodes pour suivre son enseignement. Par exemple, Cicéron, en 78-77, ou Pompée, qui était de passage à Rhodes en 66 et 62. Et Cicéron d'ailleurs mentionne dans la République, je ne vais pas lire le texte, est très intéressé par ces machines, ces calculateurs, notamment le calculateur qu'il attribue à Archimède. Donc l'hypothèse rhodienne est possible, mais ce n'est pas une preuve évidemment. Alors, je voudrais conclure sur ces sculptures d'Anticitère qui illustrent le goût de l'aristocratie des sénateurs pour la philosophie et la littérature grecque au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'argent des conquêtes romaines et du commerce coulait à flot et permettait à ces sénateurs de commander des statues neuves pour orner leur demeure en y illustrant l'hellénisme dont ils se targuaient. Des statues d'occasion, il transportait aussi le cadre de vie grecque. L'exemple venait de haut avec Pompée, qui aménageait alors à Rome sa villa urbaine. Ces années où la République finissante en butte à Mithridate conquiert âprement l'Orient voit l'épanouissement d'un impérialisme culturel qui façonne une Grèce à son usage en la transportant à Rome. En témoignent, comme nous l'avons vu, ces statues naufragées qui sont nombreuses à cette époque. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il y a peut-être un petit moment pour la discussion. Il peut y avoir quelques questions. Ou bien vous êtes naufragé à la fin de la journée, attendant de renaître demain. Mais bon, si vous avez tel ou tel élément auquel je pourrais répondre, je fais volontiers. Bonsoir, merci pour cette conférence. Ma question va porter sur quelles seraient vos préconisations pour les futures générations. On sait qu'aujourd'hui, l'héritage maritime et sous-marin est particulièrement menacé par le réchauffement climatique et les eaux qui changent. Alors, quelles seraient vos préconisations? Est-ce qu'il faut plutôt continuer les fouilles et les poursuivre grandement, ou comment faire? Oui, on fait des fouilles régulières, si vous voulez, du point de vue de l'archéologie sous-marine, sont pratiquées très, très fréquemment sur des épaves. Et de ce point de vue-là, se pose un problème plus immédiat que l'assèchement de la mer Méditerranée. Vous voyez, un problème de conservation, même de protection. Le plus souvent, ces navires transportent des amphores, sont des navires de commerce et bien localisés, et il y a une législation évidemment qui varie un peu selon les pays, mais qui est destinée à protéger la cargaison, et la fouille peut avoir aussi dans ce cas-là une dimension de fouille de sauvetage, parce que l'épave ne peut pas être mise sous cloche avec un gardien toute l'année, vous voyez. Donc, d'un point de vue plus général, du point de vue donc de l'assèchement qui est surtout sensible pour les... Parce que du point de vue de la mer, on parle plutôt de montée du niveau de la mer, vous voyez, actuellement. Du point de vue, au contraire, des lacs,
Vous avez un certain nombre d'exemples, même en Grèce, là, assez récemment. En Macédoine, dans le nord de la Grèce, il y a un lac qui est complètement asséché. Pensez à la mer Caspienne. Donc là, il y a en effet, du point de vue de la mer, une exploitation aussi des fonds marins avec des techniques de pêche au chalut qui sont peut-être, bon, qui peuvent amener des découvertes ponctuelles, mais qui peuvent aussi détruire pas mal le fond. Donc, si vous voulez, pour répondre simplement, les techniques de pêche évoluant, les épaves risquent aussi d'être détruites de la même manière. Et vous avez, du point de vue de la technique sous-marine, il y a maintenant, parce que là pour l'instant, c'est la fouille la plus récente, c'est celle d'Anticythère, ça se fait par des plongeurs, vous voyez. Mais en partie des plongeurs, et l'autre partie, ce sont des photographies en 3D qui permettent au fond de la mer de reconstituer, d'avoir un modèle 3D du fond. Ça, c'est très utile. Mais sinon, l'intervention humaine est directe. Mais il y a pour les très grands fonds, parce que là, bon, on est à 50 mètres sous la mer, mais il y a quand même des fonds beaucoup plus importants. Mais là, c'est pas ma spécialité du point de vue de la technique. J'ai récemment entendu une conférence sur les explorations très profondes, à une très très grande profondeur, avec des... Est-ce qu'on parlera de bathyscaphes? Est-ce qu'on parlera de, vous voyez, des sortes d'instruments, enfin, de moyens, pas de navigation, de moyens de plongée, où il n'y a pas de plongée autonome du plongeur, bien évidemment. Donc, il y a sûrement des découvertes qui peuvent se faire aussi à une très, très grande profondeur. Je crois qu'il y avait une question. Bonsoir, merci Monsieur Carrel pour cette très belle conférence. Bon, vous connaissez mon intérêt pour la numismatique, vous avez parlé de monnaie de Pergame et tout de suite ça a allumé une petite lumière parce que ça serait très intéressant de savoir si les monnaies sont bien datées. L'évolution du monnayage de Pergame a été complètement revue au prisme des différents travaux et suivant la période où ces monnaies pourraient être datées, permettrait d'affiner justement la chronologie et peut-être d'établir un TPQ, un terminus postquem, mais surtout en plus, Pergame étant une zone protégée, si c'est de l'argent, on ne pouvait échanger des cystophores que contre un cours défavorable, en fin de compte. Ça veut dire que la personne qui est repartie avec, c'est soit qu'elle avait trouvé plus intéressant de garder ses monnaies en disant « je retournerai là-bas », ou au contraire, c'était le souvenir de voyage, sachant qu'elle ne pourrait rien en faire. Et là, il y a tous les travaux de Lucia Carbone, de Metcalfe, qui ont complété les travaux de Kleiner. Et bon, on a des chronologies quand même assez longues, puisqu'on va de moins 130, enfin, avant 160, 150 avant Jésus-Christ, et on peut aller maintenant jusqu'au procurateur romain. Donc, et le classement a été complètement refait. Ça permet vraiment d'affiner. Et comme la trouvaille est ancienne, là, ça peut être intéressant de reprendre le dossier de ce point de vue-là. Oui, voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est un petit ensemble qui est daté des années 80, 60, vous voyez. Est-ce qu'on peut affiner? Mais c'est sûr que c'est un des éléments de datation, les monnaies. Elles étaient transportées et vous avez raison aussi pour leur usage. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un trésor énorme. Enfin, c'est pas l'armada venant d'Amérique latine vers l'Espagne. Enfin, des navires. Oui, bonsoir. J'ai eu l'occasion d'étudier la statue du pharaon qui finalement se trouve pour l'instant au musée Paul Getty, donc de Los Angeles. Et j'ai entendu récemment, mais très brièvement à la radio, qu'après moult batailles juridiques, elle allait enfin revenir à Rome, parce qu'ils sont évidemment battus pour la restitution. Vous en savez un petit peu plus ou pas du tout? Sur l'actualité immédiate, là, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est vrai que c'est une statue très importante. Bon, je ne voulais pas parler de toutes les statues, mais on l'a au début du diaporama. Je pense elle est forcément localisée vers le nord de la mer Adriatique. Et cette statue, c'est un petit peu la même. Donc la troisième, je crois. Voilà. Vous la voyez, oui, c'est celui qui se couronne. Vous voyez, il y a même le numéro 18, j'ai l'impression.
Et voilà, Fanon, Zogenland, Getty Bronze. Donc c'est cette statue très importante, en effet. Alors le musée Getty, qu'il a payé, j'imagine, fort cher, veut la garder. L'Italie a réussi enfin les autorités italiennes archéologiques ou la police, je ne sais pas, a réussi à démontrer une provenance qui était quand même relativement précise. Et donc après, on est dans un jeu. Alors actuellement, je ne sais pas si elle revient ou pas. Donc plutôt non, mais Éric de Chassey en sait peut-être davantage. Non, je sais qu'elle ne revient pas. Il y a eu un jugement mais qui n'oblige pas le Getty à rendre, Ouais. enfin à redonner, si on pense que les Italiens ont raison, la sculpture à l'Italie. Il n'y a pas d'intention du Getty de le faire pour l'instant. Oui, donc on est dans le statu quo, apparemment. Et pour Minneapolis, c'est un peu la même chose. Mais là, bon, c'est une trouvaille terrestre qui est affichée comme sous-marine, comme maritime. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais savoir quel rôle joue le trafic illicite d'œuvres d'art dans ce genre de découverte fortuite. Et quel rôle joue le trafic illicite? Le trafic illicite. Oui. Alors, il y a trafic illicite ou bien on a vu l'exemple de Kalymnos. Vous voyez, à Kalymnos, les pêcheurs au départ, c'était pas très spontané. Ils préféraient garder. Bon, simplement, ils voyaient pas à qui le vendre. Donc, il y en a un qui a rendu. Et après, il y a eu des récompenses. Ça a mené évidemment la conservation d'un certain nombre de ces statues. Alors, le trafic illicite, le problème étant que on peut le reconstituer. Bon, il n'y a pas une masse quand même de ces statues importantes. C'est pas comme les amphores, parce que les amphores, vous en avez dans le midi de la France, un petit peu partout, souvent des trouvailles anciennes. Mais là, vous voyez, on est sur cette carte, vous avez les principales trouvailles, on en a une trentaine. Et sur cette trentaine, la proportion, ça serait combien ? Évidemment, vous me direz, mais il y en a d'autres dont on pense, dont on ne sait pas du tout d'où ils viennent. Une fois qu'ils sont restaurés, on ne peut pas savoir si c'est de la mer, si c'est de la terre. Donc c'est sûr qu'il y a un trafic illicite, comme vous dites, mais étant caché, c'est la partie où il est difficile, en tout cas pour moi, de vous donner des renseignements très précis. On n'est pas dans la même situation quand même que celle qui est connue pour la Libye. Pour la Libye, où là, on arrive à suivre, il y a une thèse de Morgan Belzic qui a porté là-dessus, qui arrive à bien cerner le phénomène. Et là, je vois d'ailleurs qu'il y a un oubli, ça doit être un point d'interrogation, c'est à Gaza, en 2013, on a trouvé un grand Apollon, un peu du genre de l'Apollon de Piombino, mais beaucoup plus grand, à peine moins de 2 mètres, dont on ne connaît que des photos, qui auraient été trouvées, apportées par des pêcheurs sur une plage, et c'est pas maintenant, à mon avis, qu'on peut avoir beaucoup de renseignements. Vous voyez. Donc dans les zones en guerre, c'est sûr que c'est là qu'il peut y avoir plus de trafics illicites. Les autorités, sinon, en Libye, vous voyez, c'est le grand... Il n'y a rien là, sur sa carte. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Il y avait certainement des navires, donc il peut y en avoir là, mais Gaza, évidemment, cet Apollon, est-ce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il a été vendu? Est-ce qu'il a été détruit? Donc c'est sûr qu'il y a toute une zone grise et même très obscure. On a le temps pour une dernière question. Je vous invite à remercier encore François pour cette très belle intervention, à l'applaudir encore.